Bonne année, meilleurs vœux. J'espère que vous avez bien vécu ce début de l'année 2024 en bourse. L'année s'ouvre par une chute boursière, une véritable craque. Toutes les séances sont dans le rouge. Le graphique du CAC 40 derrière vous ne nécessite pas de précisions supplémentaires. Nous pouvons faire nos prévisions, nous pouvons avoir notre avis, nos anticipations par rapport au marché, mais c'est toujours le marché qui décide. C'est toujours le marché qui a raison. Ce début d'année, c'est ni plus ni moins une nouvelle confirmation de ce phénomène que dans le trading, il est très important d'avoir le plan, mais il faut être suffisamment souple pour s'adapter à la situation qui change. Et la situation peut changer à tout moment, comme on a pu voir cette semaine. Le paradoxe de cette semaine est le suivant. Les raisons de cette chute boursière sont pas nouvelles. C'est exactement les mêmes raisons que nous avons évoquées dans les précédentes vidéos de Café de dimanche, où je disais que probablement le marché ne va pas croire à Jerome Powell ou les baisses ne sont pas aussi agressives que les marchés ont anticipé. La communication de Jerome Powell lors de la réunion de décembre 2023 était affreuse. Il a promis au marché le paradis qu'il n'est pas capable d'assurer. Et dès le début de cette année, le marché commençait à repricer les risques que probablement les baisses des taux ne seront pas aussi importante que ça a été attendu précédemment. On a profité de ce cadeau de Jerome Powell pour justifier le rallye de Noël, dont nous avons profité avec le projet Minder Cash et notamment avec mes abonnés Minder Cash Patrimoine. Maintenant, nous ne sommes plus dans le contexte de rallye de Noël. La réalité n'a pas changé, mais les marchés ont changé d'avis. Le portefeuille patrimoine Minder Cash a très bien tenu le coup du début de cette année, grâce aux derniers investissements que j'ai réalisés en décembre 2023 qui ne portaient pas nécessairement sur les valeurs de la tech, qui s'est corrigé le plus cette année, mais surtout sur des valeurs value qui ont bien résisté. Tout à l'heure, nous allons voir tout cela en détail avec mes abonnés Minder Cash Patrimoine. Si vous voulez nous rejoindre, les détails sont à la description à cette vidéo. Ce café du dimanche sera consacré aux modifications dans ma stratégie et aux derniers trades que j'ai réalisés en ce début d'année, janvier 2024. Et le principal, aujourd'hui, je partage avec vous un trade du siècle. Un trade qui va peut-être se présenter d'ici quelques semaines et le trade où nous pouvons avoir une très grosse probabilité de profit. Mais avant que je vous raconte tout ça, n'oubliez pas de mettre un like, partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance, tout comme l'année précédente. Cette année, il faut continuer à soutenir le projet Minder Cash, qui n'est pas uniquement la chaîne YouTube, mais aussi la chaîne Telegram que je vous invite à rejoindre, où je présente beaucoup plus d'informations intéressantes au quotidien. Je partage les statistiques, je donne des graphiques, je donne mon avis sur des valeurs concrètes. Donc, tout est à la description à cette vidéo. Allez, c'est parti, nous commençons. L'année dernière, en décembre, il y a 15 jours à peu près, j'ai enregistré une vidéo où je disais qu'il faut tout changer. Cette vidéo, elle était enregistrée après le discours de Jerome Powell. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui vivent à la Lune, je rappelle que Jerome Powell, il a annoncé prématurément les baisses des taux. C'était un pivot. Bon, beaucoup de personnes s'attendaient au pivot. Moi aussi, je m'attendais plus ou moins, même si je n'étais pas à 100% sûr, un peu moins sûr que le consensus dominant des marchés. Mais là, il a clairement dit que je vais baisser les taux et en plus tôt que ça a été prévu. Donc du coup, c'était une grosse fête. Nous avons tous profité du rallye de Noël, notamment mes amis Minder Cash Patrimoine. On a profité également avec l'action LVMH notamment. Et c'est à ce moment-là que j'ai enregistré cette vidéo qui était intitulée « Il faut tout changer, il faut absolument tout changer dans notre stratégie pour l'année 2024 » parce que je ne joue pas contre la Fed. Ça, c'est la règle du trading, c'est la règle d'investissement, il ne faut jamais jouer contre la Fed. Et je sais quelque chose que je ne voulais pas faire en ce début d'année. Donc si la Fed dit que ça sera la politique monétaire facile, on aura les prêts plus accessibles, on aura les taux plus beaux aussi, eh bien, dans ce cas-là, ça devrait normalement être le marché haussier. Eh bien, le marché n'a pas cru à Jerome Powell. Moi, je ne l'ai pas cru juste après son discours. Et finalement, c'était tout l'inverse. Eh bien, heureusement qu'à cette époque, je n'ai pas modifié ma stratégie. Je voulais voir un petit peu plus clair comment le marché va interpréter les discours de Jerome Powell et s'il n'y aura pas des corrections, entre guillemets, par les autres membres du board. Parce que comment ça se passe d'habitude? D'habitude, Jerome Powell prend la décision sur les taux, bien évidemment. Après, il y a les différents discours des membres du board. Il n'est pas le seul, encore une fois, au sein du board de la Réserve fédérale américaine. Et parfois, les discours vont dans un sens inverse, justement pour réduire l'effet
excessif parfois du discours du président de la Banque centrale américaine. Eh bien, heureusement que je n'ai pas changé ma stratégie et heureusement que j'ai pris cette décision attentiste un tout petit peu avant de prendre quelconque solution. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le marché il a pris une direction complètement opposée par rapport à ce que nous avons dit. Et je ferai plutôt une marche arrière sur le tableau que je vous ai présenté la semaine dernière. Encore une fois, c'est un peu peut-être trop tôt de le faire parce que c'est juste la première semaine de janvier, tout peut encore changer. Mais la semaine dernière, je disais, et c'était une erreur visiblement, que le janvier va ressembler plus ou moins au mois de décembre, au mois de novembre. Donc c'est-à-dire que la hausse va continuer tout au long du mois de janvier. Donc ce n'est pas comme ça en tout cas pour le moment. Aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, encore une fois, c'est la fin de la première semaine du janvier. Les marchés sont très dynamiques, les marchés peuvent changer, comme on a vu, la vie de très rapidement, et l'inverse est possible également. Donc si demain on se lève de bonne humeur, ils vont croire que finalement Jérôme Powell va quand même baisser les taux, ils peuvent encore une fois repartir à la hausse. Eh bien, vous voyez, ce risk-off que je m'attendais en mars, j'ai l'impression qu'il est arrivé beaucoup plus tôt. Bon, quand j'ai décidé en mars, j'ai précisé plusieurs fois lors de la dernière vidéo que tout ça c'est approximatif. En réalité, je l'attendais entre février et mars, dans cette zone-là, parce que évidemment, je ne peux pas anticiper quand est-ce que exactement le marché va changer d'avis. Bon, ça s'est passé comme ça, tant pis ou tant mieux. Pour moi, ça n'a rien changé parce que ma stratégie pour le moment n'a pas été encore modifiée en conséquence par rapport au discours de Jerome Powell. Donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On voit que sur le CAC 40, j'ai zappé. D'ailleurs, ça, c'est par contre, ça, c'est un phénomène qui est à cause de Powell, encore une fois. C'est vrai que je n'aime pas ce président de la Réserve fédérale, parce qu'il dit souvent des choses qui sont contradictoires, souvent il promet au marché des choses qu'il n'est pas capable de faire. Et cette fois, je ne l'aime pas pour une autre raison, parce que à ce niveau-là, à 7500, 7600 surtout sur le CAC 40, et j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, je voyais une évidente opportunité de bear call spread. C'est une stratégie optionnelle que je présente dans le club Option Invest. Mes amis, tout est dans la description de cette vidéo. Minder Cash, c'est pas uniquement cette chaîne YouTube gratuite, c'est aussi deux projets, Minder Cash Patrimoine, je présente mon portefeuille personnel, mais aussi Club Option Invest où on fait du trading avec des options, parce que c'est elles qui nous permettent d'optimiser notre rendement risque et mettre les probabilités de notre côté. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint pendant les fêtes. Bienvenue. Donc il y aura beaucoup d'améliorations cette année. Je vais beaucoup travailler pour mes abonnés. Ce sera la première priorité. Eh bien, au sein de ce club, je n'ai déjà parlé plusieurs fois que la stratégie bear call spread, qui n'est pas très agressive, n'est pas très risquée, c'est une stratégie short modérée, donc elle marche très bien aussi quand les marchés sont tout simplement calmes. Je pensais qu'il n'y avait quasiment pas de risque de prendre cette stratégie autour des niveaux plus hauts historiques, autour du CAC 40. Je ne l'ai pas fait, je l'avoue, dommage, j'ai pas gagné de l'argent. Tout simplement parce que je ne voulais pas jouer contre la Fed. Parce que prendre une posture bearish, quand la Fed est bullish, ou bien dovish, comme vous voulez dire, en tout cas quand elle implémente une politique incommodante en termes d'accès aux liquidités, aux investisseurs, aux entreprises, baisse des taux, grosso modo, ou bien avant encore, c'était quantitative easing, eh bien, pendant cette époque-là, il ne faut pas shorter les marchés. Du coup, j'ai suivi cette règle et je n'ai pas ouvert ce short. Finalement, ce qu'a dit Jerome Powell, c'était du bullshit et j'ai raté cette opportunité. À cause de... C'est pas à cause de moi, c'est Monsieur Powell qui est coupable. Bon, évidemment, c'est une blague. Tout ce qu'on fait sur le marché, toutes les pertes, tous les gains, c'est que nous, il ne faut jamais chercher le coupable. C'est toujours nous sommes coupables de tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que je vous rappelle à chaque fois que tout ce que je dis ici, ça ne concerne que moi. Vous ne devez jamais suivre ce que moi je dis. Vous devez, si vous me faites confiance, prendre cette information, l'analyser, décider si vous-même vous êtes d'accord avec moi et après prendre votre propre décision. Voilà, dans tous les cas, pour moi, cette opportunité spéculative a été ratée. J'espère que la prochaine fois, je ferai mieux. Mais pour l'instant, je ne suis pas short. Pourquoi je ne suis pas short? Ça peut être logique. Donc, les situations ont changé, les marchés sont évidemment bearish en ce début d'année, donc pourquoi pas passer short? Et non, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Et voilà plusieurs raisons pourquoi je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La première est donc parce que moi je ne me s'y attendais pas. Ça c'est pratique, n'est-ce pas? Parce que j'ai mon plan de trading, j'ai toujours un plan de trading, j'ai pas d'objectif d'avoir toujours raison, j'ai l'objectif de gagner de l'argent. Dans mon plan de trading, comme vous venez juste de voir sur ce tableau, que je ne m'attendais pas que les marchés baissent en janvier. Donc ça veut dire que quand
l'année a commencé, les marchés ont commencé à baisser, c'était pas dans mon plan. Donc du coup, j'ai dû prendre mon temps pour réfléchir, pour un petit peu reprendre mes pensées et comprendre ce qui se passe actuellement. Et donc c'est pour ça que je ne voulais pas aller trop vite dans la besogne et commencer à shorter les marchés parce que du coup je perds le contrôle sur ma stratégie et je ne dors plus tranquillement. Pour moi, vraiment le bon trading, c'est quand vous pouvez dormir tranquillement. Et si j'avais fait ça, je n'aurais pas pu dormir tranquillement. Donc du coup, c'est la première raison pourquoi je n'ai pas commencé à shorter. Deuxième raison également que ce changement d'humeur me paraît un petit peu prématuré quand même. Donc c'est vrai que Jerome Powell a déjà dit des bêtises dans le passé, mais quand même, il y aura des baisses. Il y aura sans doute des baisses, en tout cas dans la situation actuelle, s'il n'y a pas dans Black Swan qui va arriver d'un coup, il y aura des baisses des taux normalement en 2024. La seule chose qu'on ne sait pas combien on aura des baisses des taux et quand est-ce qu'ils vont commencer. Et bien dans ce contexte-là, c'est très difficile quand même de parier à la baisse parce qu'on joue quelque part sur les détails. On sait que notre vie de trading sera meilleure, mais on ne sait pas de combien elle sera meilleure. Donc c'est pour ça que je n'étais pas spécialement convaincu, c'est que ça sera le marché bearish. Ensuite, troisième raison, et ça c'est très important, c'est que même si il y a une correction, qu'on a déjà peut-être vue, peut-être elle est déjà finie, cette semaine, ça sera une correction des excès par rapport aux anticipations des analystes de la politique future de la Réserve fédérale américaine. Je précise, parce que je sais que c'est un peu une usine à gaz, c'est pas très clair, que les marchés, il faut toujours comprendre, ils vivent des anticipations. Ils vivent pas le moment présent, ils vivent dans le venir. Et donc, ils anticipaient le venir d'une certaine façon avant la réunion de la Fed. Après la réunion de la Fed, ils ont impliqué dans ce raisonnement, dans ces anticipations, encore plus de positif. Et quand ce positif est en train d'être purgé, ce qu'on a vu depuis quelques jours sur les marchés financiers, eh bien, c'est tout simplement un phénomène d'un retour à la normale. Et la normale, elle était haussière. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on montait, on montait, on montait. Donc après, il y a eu une très bonne nouvelle inattendue. On a commencé à monter avec une pente, une deuxième dérivée plus importante. Et maintenant, si cette pente retombe, on va tout simplement, on peut peut-être commencer à continuer à monter plus doucement, mais monter quand même. C'est ça un point de vue assez important, c'est que même si la baisse pourrait avoir lieu, je n'étais pas prêt de shorter parce que pour moi, ça serait pas une baisse suffisamment forte pour que je puisse en profiter sérieusement. Voilà, ça c'est un très bon point. D'ailleurs, c'était assez confirmé cette semaine parce que les baisses étaient marquées. On a vu des baisses significatives sur les marchés, mais ce n'était pas une chute boursière proprement dit. On n'a pas vu le VIX exploser dans tous les sens, on n'a pas vu des ventes massives de tous les actifs possibles et impossibles. C'était des baisses ciblées, prise de profit si vous voulez, c'était une correction des excès. Et justement, je pense que nous sommes aujourd'hui dans ce phénomène. On est dans un phénomène de correction des excès sur les marchés financiers et pas d'une baisse structurée, d'un retournement de tendance durable. On va voir, le marché va me donner raison ou pas, on verra ça dans les prochaines semaines à venir si la situation arrive à se stabiliser ou pas. Maintenant, la quatrième raison pourquoi je ne suis pas short, parce que les statistiques économiques sont presque parfaites pour que la Fed ne change pas de posture. Encore une fois, j'ai besoin de préciser. Parce que les statistiques économiques sont ni mauvaises ni bonnes. Donc ils ne sont pas catastrophiques, il n'y a pas de récession, on n'est pas en crise systémique, mais on n'est pas non plus dans une méga croissance. Si c'était une méga croissance, dans ce cas-là, la baisse des taux ne serait pas possible. Si c'était un crack boursier, dans ce cas-là, ça serait une baisse des taux, sans doute peut-être plus agressive, mais pour d'autres raisons que le marché ne va pas apprécier. Donc là, nous sommes dans la situation où il y a un ralentissement économique modéré, ce qu'on appelle parfois le soft landing, eh bien, mais il n'y a pas d'une explosion de la croissance. Toujours le marché du travail qui est un peu trop bon pour les marchés. Vous voyez, on est toujours dans ce monde inversé. Donc le marché du travail qui est en bon état, c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers parce que dans ce cas-là, il y aura moins de baisse des taux. Mais il n'est pas suffisamment extraordinairement bon et il n'y a pas de l'inflation qui revienne, il n'y a pas de croissance de consommation excessive de façon que ça puisse faire changer d'avis la Réserve fédérale et pour qu'elle passe à une posture plus restrictive et elle revient aux hausses des taux. Donc nous sommes exactement juste milieu pour que la Fed puisse tenir sa posture et faire ce qu'elle a promis de faire. Donc c'est pour ça, pour moi, ce n'est pas une situation bearish de point de vue fondamental macro. Et donc, compte tenu de cette argumentation, on peut dire que
la récession aux États-Unis peut-être sera évitée. Peut-être ça sera une micro-récession qui ne sera pas du tout considérée par les marchés comme quelque chose de grave. Et pour le moment, on ne voit pas de retour de l'inflation ou de la croissance excessive de l'économie américaine. Maintenant, si je ne suis pas short, pourquoi je ne serai pas long, n'est-ce pas? Ça, c'est le graphique de S&P 500, mon ancien dessin au cours de l'année précédente. Eh bien, je ne suis pas non plus long. Pas bulle pour le moment. Pourquoi je ne suis pas bulle? La première raison est purement technique, parce qu'on a fini l'année en pleine rallye de Noël, et techniquement, on était suracheté sur beaucoup de valeurs qui sont les plus importantes pour les indices, mais on était aussi suracheté au niveau des indices. Comme vous pouvez voir que, et sur le CAC 40, je ne sais pas si vous avez fait attention, le RSI était au-delà de la zone de surachat, c'est pareil pour S&P 500, nous étions dans la zone de surachat avant que cette correction au début de l'année commence. Donc pour moi, techniquement, c'était très difficile d'aller encore plus haut. Deuxièmement, pourquoi je n'étais pas bullish cette semaine lors de la chute boursière pour choper les opportunités? Bah, tout simplement pour les raisons que je vous ai déjà présentées dans ma précédente vidéo, c'est que pour moi, le marché il a largement suracheté la baisse des taux. Ce qu'on a vu cette semaine. La chute de cette semaine, c'était la chute sur un seul fond fondamental que la baisse des taux ne sera pas suffisante, ne pas aussi importante et aussi agressive que le marché l'anticipait. Donc il a surjoué, donc cela veut dire que pour moi, il était un peu trop risqué de se mettre long en aveugle et j'ai commencé à acheter tous les actifs à gauche à droite. Pour moi, l'année 2024, c'est clairement pas l'année de l'argent facile. Pivot, ok, la baisse des taux, ok, mais on ne va pas encore revenir dans les situations que nous avons vues après le Covid ou encore pendant 10 ans entre la crise des subprimes et la crise du Covid. On est très loin de cette situation et on ne va pas y revenir bientôt. Pour moi, on va revenir plus ou moins à la normale et il faut s'habituer aux normes des taux sans risque plus élevés que c'était auparavant. Une autre raison pourquoi je ne voyais pas me mettre long agressivement, tout simplement parce que je m'entendais une certaine prise de profit sur les GAFAM. Je n'ai déjà parlé sur les GAFAM dans la précédente vidéo, je ne vais pas me répéter, je vous invite de regarder la dernière vidéo de 2024 où je consacrais pas mal de temps aux GAFAM. Je pense que leur hausse est méritée, leurs profits sont énormes, mais par contre, et techniquement et émotionnellement, ce qui est presque la même chose, il faut à un moment donné prendre des profits. Il faut concrétiser les gains qui ont été réalisés sur ces 7 valeurs magiques qui ont fait toute la performance de l'indice S&P 500 en 2023. Si on prend les profits sur les GAFAM, forcément, tous les indices vont baisser. Et finalement, la dernière raison pourquoi je ne suis pas en long agressif, bah, tout simplement, si vous revenez sur mon tableau de bord, que des prévisions que je fais pour l'année 2024, quand même en déjà février-mars, je voyais un gros risk-off. Donc si je veux me mettre long agressif, ça sera après ce risk-off, après cette purge des marchés qui devait arriver dans le premier trimestre 2024. Donc apparemment, il est en train d'arriver en janvier et pas en mars. Ça arrive, pourquoi pas, mais c'est que après cette purge, on pourra parler d'un long agressif sur les marchés. Et maintenant, mes amis, nous allons parler du concret. Qu'est-ce que je fais finalement? Si je ne suis pas long, si je ne suis pas short, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai vendu? On va voir ça tout de suite. Et avec mes abonnés Minder Cash Patrimoine, on va voir concrètement les actions que je vais acheter prochainement. Donc, rejoignez-nous. Alors, nous commençons par mon premier idée que j'ai évoqué dans la dernière vidéo, ou avant-dernière, je ne sais plus, c'était le VIX. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle que VIX, c'est un truc des options. Donc, vu que je suis assez spécialisé avec la chaîne Minder Cash sur les options, donc le VIX, c'est l'indice de la volatilité des options sur S&P 500. Eh bien, je m'attendais qu'il va repartir à la hausse avec l'augmentation de la nervosité, parce que la principale chose que fait l'indice VIX, il mesure la nervosité des marchés, parce que ce qui est exprimé en pourcentage de la volatilité implicite qui est embarqué dans la valorisation des options qui sont tradées sur le marché. Je sais que c'est un peu compliqué, mais en gros, voyez ça comme un baromètre de la nervosité des marchés. Donc quand la nervosité est élevée, cela veut dire que les marchés baissent. Donc cela veut dire que cet indice, il est inversement corrélé par rapport au marché boursier, dans la plupart des cas. Il y a parfois des exceptions, mais pas toujours. Dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut le voir inversement corrélé par rapport aux indices boursiers. En fait, ma stratégie était suivante. Elle était assez complexe parce que, vu encore une fois mes prévisions, donc là je vous rappelle encore une fois que je m'attendais à un marché calme en janvier, eh bien, ce que je voulais faire, c'est pendant le janvier d'accumuler ce qu'on appelle les ventes de put. Les ventes de put, c'est une stratégie optionnelle qui permet de voir les revenus passifs
sur des positions qu'on veut de toute manière avoir. Dans une stratégie, si vous voulez, où on gagne pratiquement tout. Donc dans la formation Option Invest, j'en parle beaucoup parce que c'est une des stratégies principales que je présente dans cette formation. Eh bien, je voulais, pendant le mois de janvier, quand je pensais que les marchés vont rester calmes, accumuler ces positions de vente de put. Et quand ça va tirer, donc du coup, elles seront toutes dévalorisées. Et moi, je vais encaisser le cash. Et en plus, comme l'étape suivante, je voulais renforcer ma position sur le VIX par le long sur une option call. Donc, je voulais prendre une position directionnelle. Donc, j'ai commencé au début de janvier de faire les ventes des puts. J'ai même vendu les premiers puts fin décembre lors de la dernière séance. Je l'ai vendu effectivement très bas, donc actuellement, ils sont en profit. Par contre, vu que les marchés se sont ouverts directement par la baisse des marchés, j'ai dû revoir un petit peu ma stratégie. C'est là-dessus où j'ai eu probablement le seul changement de ma stratégie suite à cette chute boursière de début d'année. Parce que j'ai dû, en urgence, si vous voulez, accélérer un petit peu le moment quand je voulais acheter le call. Donc du coup, j'ai passé en vente de call. Pour l'instant, ce n'est pas agressif. Donc j'ai acheté une petite position, j'ai vendu plusieurs lots des options put et maintenant j'ai un seul lot, non, plusieurs lots, deux lots des calls sur l'indice VIX. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est une toute petite position qui est en profit. Il est en profit sur à la fois deux jambes de cette stratégie, des puts et des calls. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec des options, c'est du chinois. Pour ceux qui font partie de mon club Option Invest, je pense que c'est parfaitement clair. C'est une stratégie spéculative. On ne peut pas faire de stratégie d'investissement de toute manière sur le VIX. C'est un instrument spéculatif. Par contre, avec une structure très intéressante parce que on ne peut pas baisser en dessous de certains niveaux de manière structurelle. Voilà, donc là, je vais continuer à profiter de cette stratégie. Je vais continuer à l'alimenter parce que je pense que quand même le risk-off, la purge sur les marchés n'a pas eu lieu. D'ailleurs, c'est très intéressant. Vous pouvez voir que malgré la chute quand même assez marquée sur les marchés financiers, le VIX n'a pas rebondi tant que ça. On voit que le VIX, c'est une indice très volatile en fait. Il réagit très fortement sur le moindre turbulence. Là, on n'a vu rien du tout. Donc, vous voyez que par exemple, en mois d'octobre, fin octobre, on a monté très haut sur le fond des histoires en Moyen-Orient, etc. Donc, et là, rien du tout. Pourtant, la baisse, elle était quand même très importante, très marquée. C'est pour ça que ça m'a fait penser de revisiter un petit peu notre fameux indice de la peur, donc Fear Greed Index. Donc, faites attention que je ne fais pas la publicité pour eToro, je fais la publicité pour Interactive Brokers. Les liens sont dans la description de cette vidéo. C'est mon partenaire, c'est le courtier par qui je passe pour faire du trading. Eh bien, je vais, comme d'ailleurs, je vais commencer cette année à faire des tutoriels. Je sais que ça fait longtemps que vous me demandez et ça va être commencé l'année prochaine, j'espère. L'année prochaine, la semaine prochaine, désolé. Rassurez-vous, donc bientôt. Bientôt, il y aura des tutoriels sur Interactive Brokers, qui est mon partenaire. Regardez, informez-vous. Dans la description, vous allez voir toutes les infos. Donc, j'ai revisité le Fear Greed Index. C'est une indice que je trouve très intéressante, qui est construite par CNN, qui reprend plusieurs facteurs de marché, y compris le VIX. Donc, en fait, elle explique tous leurs paramètres, comment on le calcule tout en bas. Eh bien, nous sommes toujours dans la zone grid, voire extreme grid, malgré la chute boursière. Malgré la chute boursière, les marchés, il est en mode grid. Grid, ça veut dire cupidité. Donc, ça veut dire qu'on achète tout et n'importe quoi. On achète tout et n'importe quoi, effectivement, et c'est aussi confirmé sur les marchés crypto. Regardez, sur les marchés crypto, bon, Bitcoin principalement, parce que les autres ne sont pas aussi représentatifs, on peut voir que quand même, on a battu le record au début de cette année. Donc là, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Et donc, bien évidemment que les cryptos, c'est un actif populaire qui est le plus volatile, le plus risqué, donc lui, il représente l'aversion au risque. Donc si le Bitcoin se fait acheter, dans ce cas-là, effectivement, on achète tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que tout le reste, on a déjà acheté. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de valeurs de qualité sur les indices boursiers qui n'ont pas subi, qui n'ont pas profité de la hausse des indices de l'année dernière. Et donc on ne peut pas dire que tout est cher. On peut dire que certains secteurs sont chers, les secteurs qui ont en premier lieu bénéficié de marchés haussiers de 2023. Vous voyez, donc selon moi, aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu étrange parce que les indices ont chuté d'un peu partout, beaucoup de corrections sur pas mal de valeurs, et pourtant, les autres indicateurs ne montrent pas une augmentation d'incertitude, volatilité, nervosité. Nous restons quand même avec des paramètres bullish, mais les marchés se sont corrigés. Pour cette raison, je pense que peut-être il ne faut pas surestimer, en tout cas pour le moment,
ce début de l'année 2024. Il ne faut pas commencer à pleurer et paniquer et tomber dans une dépression. Il faut analyser les choses de manière pérenne, calme, et voir quels sont des véritables risques. C'est juste une élimination des excès qu'on a accumulés pendant le rallye de Noël 2023. Je dirais comme ça. Je dirais que c'est ça plutôt en une seule phrase, mon analyse de cette chute boursière de début de l'année. Ensuite, un autre trade que j'ai finalement fait il y a 2 jours, littéralement. C'est le trade sur la Chine. J'ai publié mes positions dans le club Option Invest parce que je fais par les options. J'ai fait exprès de ne pas le publier dans le club patrimoine parce que c'est purement spéculatif. Je ne veux pas que vous rentriez dans une confusion comme quoi je suis en train d'investir dans les actions chinoises. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des actions très risquées. Pendant très longtemps, je n'étais pas du tout sûr de cette stratégie. Finalement, j'ai franchi le cap, si vous voulez. Donc, je suis en positif sur Baidu. J'ai pris un call sur Baidu, j'ai pris un call sur Alibaba. J'ai expliqué dans un article que je publiais sur mon blog minercash.fr quels sont les niveaux, quelle est la stratégie. C'est une stratégie bull call spread, contrairement à ce que je vous expliquais sur CAC 40. C'est une stratégie pour parier à la hausse. J'espère que l'action va revenir temporairement dans cette zone-là, par exemple si on parle d'Alibaba. Et dans ce cas-là, je ne vais pas du tout être gourmand, mes amis, je vais sortir sans aucun problème dès qu'on franchit cette ligne rouge, on même s'approche de cette ligne rouge. Je vais réfléchir de sortir de la position, prendre les profits. Je ne veux pas y rester longtemps. J'ai passé par des options pour des raisons de sécurité. C'est quand on achète les options, on est exposé uniquement au niveau de la prime que nous avons payée. Donc si demain il y a une guerre nucléaire avec la Chine, vous allez perdre que votre prime. Donc je pense que dans ce cas-là, vous allez avoir d'autres ennuis, mais en tout cas, votre compte de bourse va souffrir pas tant que ça. Voilà, donc ça c'est l'idée sur la Chine, c'est que le début. Je ne sais pas où ça va me mener. Pour l'instant, je suis légèrement dans le vert, mais rien d'intéressant pour qu'on en discute en détail. Voilà. Ensuite, mes amis, pour le reste, je vous ai parlé plusieurs fois sur Telegram. D'ailleurs, j'ai oublié de dire dans la vidéo que Telegram, c'est mon principal moyen de communication. N'oubliez pas de nous rejoindre là-bas. Que certaines valeurs de CAC 40 m'intéressent actuellement. On va en parler dans le Club Patrimoine tout à l'heure, dans les vidéos que je fais pour mes abonnés. Quand et quoi je vais acheter. Notamment les actions, les chères actions pour moi, dans le sud de la France, Pernod Ricard, donc c'est des produits qui sont beaucoup consommés dans ma région. Eh bien, là, il a cassé quand même la ligne de trend, que je surveillais depuis très longtemps. La dernière fois, on l'a cassé, c'était en mars 2020. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine, c'est en pleine Covid. Par contre, je comprends pas comment on pouvait imaginer qu'en Covid, on va diminuer la consommation de pastis. C'est pas que le pastis, évidemment. Et là, on a cassé cette ligne de trend de manière encore plus agressive, dans un gros mouvement. Je disais toujours que, mes amis, je n'achète pas Pernod Ricard parce qu'il est très proche d'une ligne de trend que s'il est cassé, on aura une chute. On a cassé, on a une chute. Donc l'analyse technique, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il n'y a pas spécialement de nouvelles, ni sur Remy Cointreau, je crois qu'il y a eu une news, mais sur Pernod Ricard, pour l'instant, c'est tranquille. Donc, et maintenant, la direction, c'est 136. Donc, du coup, dans cette zone-là, il faut vraiment, vraiment surveiller. J'ai surveillé déjà là, mais par contre, dans cette zone-là, c'est déjà une zone d'achat. C'est plus la zone de spéculation, c'est la zone d'achat. À 136, je vais acheter, forcément. Ça, c'est clair et net. Par contre, ce qu'on va voir avec mes abonnés tout à l'heure, ce que je vais peut-être racheter même avant, un petit peu les bouts. Peut-être il y aura des options que je veux jouer dessus, parce que c'est une valeur de CAC 40, on peut y rentrer sérieusement avec des fonds plus importants. Voilà, c'est ça mon idée. En gros, c'est le Pernod Ricard, c'est une valeur que vous connaissez très très bien, j'imagine. Bon, ça c'est Coca-Cola, c'est plus Pernod Ricard. C'est pas pareil. Rémi Cointreau en véritable chute également, donc à 94. Par contre, Rémi Cointreau, je pense, c'est pas non plus une mauvaise idée. C'est très intéressant comme investissement, c'est une valeur de qualité. Par contre, je suis un peu moins convaincu au niveau de leurs produits. Parce que après en fait, franchement, je suis pas très dedans, pas de leurs produits de cognac, tout cela. Pour moi, ce sont des produits qui perdent un peu de vitesse.
En plus, avec des difficultés en Chine, évidemment, les deux, et Pernod Ricard et Rémy Cointreau, vont être sensibles aux émergents. Donc s'il y a des tensions avec la Chine, forcément, ils vont encaisser. Mais Rémy Cointreau va encaisser plus que Pernod Ricard. Mais Pernod Ricard va encaisser quand même. Donc voilà, faites quand même attention que tout ce qui est LVMH, tout ce qui est luxe, Rémy Cointreau, c'est aussi corrélé au luxe. Pernod Ricard, pas tout à fait, mais corrélé également, parce que tout cela, ça revient plus ou moins à la même chose. Les consommateurs sont principalement dans les pays émergents. Les pays émergents, c'est la Chine avant tout. Voilà, juste ça, faites un petit peu attention. Moi, je préfère Pernod Ricard, personnellement. Après, rien ne dit que je vais quand même craquer sur Rémy Cointreau également, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les valeurs comme ça, aussi, il faut les acheter. Et maintenant, mes amis, dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous un super trade potentiel qu'on peut avoir cette année, peut-être en premier trimestre. C'est rare que nous pouvons, si ça arrive, ça sera une situation extrêmement rare que on peut ne pas avoir souvent. Pour ça, j'attire votre attention. Et là, nous allons revenir à notre discussion autour des taux directeurs, de tout ce qui est les taux américains, etc., etc. Je sais que c'est un peu chiant déjà, on est un peu fatigué de parler des taux, mais c'est la Fed qui détermine ce qui se passe sur le marché. Et donc, on est obligé de les suivre. Vous vous souvenez, si vous vous souvenez précisément et fidèlement Minder Cash, que j'ai très bien identifié, presque exactement, le niveau maximal jusqu'à où les taux américains peuvent monter, le 10 ans, je parle du 10 ans par définition. Donc, j'ai identifié le niveau de 4,8. On a dépassé très légèrement et après on est reparti à la baisse. Sur le fond des promesses qu'il y aura une baisse des taux, patati patata, il y aura eu de spéculation autour de combien ça sera baissé, que n'a déjà discuté. Eh bien, aujourd'hui, nous arrivons à la situation que on peut déterminer que à partir de 5%, donc arrondissons, 4,8, 5%, la Fed agit. Elle ne peut pas se permettre d'aller au-delà de 5%. Quand j'ai identifié 4,8, mon raisonnement c'était le suivant, qu'au-delà de 5%, ça devient un véritable gros problème, notamment pour la dette, pour le refinancement, pour tout un tas de choses qui vont s'enchaîner et tout un tas de triggers qui vont se déclencher si jamais on dépasse 5% durablement au niveau de 10 ans américain, qui est un benchmark pour pas mal de prêts de refinancement. Pourquoi je n'ai pas acheté à 4,8 les obligues américaines, parce que beaucoup de personnes disaient que c'était une excellente idée, et on peut voir que, effectivement, excellente ou pas, mais en tout cas c'est une bonne idée, pour deux raisons. La première raison, elle est toute opérationnelle, parce que mon argent, principalement je suis actuellement dans le cash, mon argent il est placé. Donc il est placé sur des comptes à terme, sur les différentes parts sociales des banques mutualistes, etc., etc. Ils sont placés en euros parce que moi j'habite dans la zone euro, je ne voulais pas prendre le risque de change et récupérer mes placements en euros et les mettre dans le dollar, parce que je ne voulais pas prendre le risque forex. 4,8, pour moi, il y avait une deuxième raison pourquoi je ne l'ai pas acheté, parce que à cette époque-là, quand on a atteint ces niveaux-là, le maximum sur le TLT, le fameux ETF des obligations américaines, c'était autour de 18 octobre, je n'étais pas sûr qu'on va s'arrêter là. Pour moi, à l'époque, c'était une hypothèse. Cette hypothèse s'est avérée juste, presque exacte à un point près, mais c'était quand même une hypothèse. Je ne pouvais pas vous dire que non, 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 c'est pas possible qu'on aille au-delà. Peut-être la Fed pourrait y aller. Je pensais que ça allait être difficile, mais je n'avais pas de preuves. Et aujourd'hui, la situation, elle a bien changé. La situation, elle a bien changé, c'est que maintenant, on a des preuves. On a des preuves que la Fed ne va pas aller au-delà de 5%. Et même dans les situations actuelles, il n'ira même pas au-delà de 4,5, 4,8. Je pense que ce niveau maximal, on peut déjà déplacer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une promesse de fait qu'il y aura une baisse de taux. Donc ça veut dire que le marché anticipe déjà au moins une ou deux baisses symboliques en 2024. Donc ça veut dire que 5% en 4,8, ça ne tient plus la route. Donc il faut faire descendre ce benchmark. Vu que les baisses se font par 25 points de base minimum, d'habitude je n'ai jamais vu moins, donc ça veut dire que le minimum, on peut dire que ça va être dans 4,6, 4,7. Donc enfin, tout ça c'est approximatif. Je dirais 4,5 aujourd'hui pour moi le benchmark maximum absolu pour 10 ans américains. Et on sait que la Fed n'ira pas plus loin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès qu'on s'approche à 4,5, sachez qu'aujourd'hui on a 4,1, on est
dans la situation où le principal market maker mondial va jouer pour nous, si on achète les obliques. Donc ça veut dire si on s'approche à ce niveau-là, voire si on le dépasse, dans ce cas-là, nous pouvons être très agressifs sur les obligations américaines. Attention, encore une fois, ça sera en dollars. Donc vous allez être exposé au taux euro-dollar. Donc si vous allez perdre sur le taux, on ne va pas dire que vous allez perdre sur les obligations. Bon, peut-être vaut mieux dire autrement, que si vous allez gagner avec des obligations, vous pouvez reperdre ce que vous avez gagné avec des taux entre euro-dollar. Attention à ce point-là. Mais en tous les cas, dans tous les cas, si on parle uniquement dans la zone dollar, les obligations US, ça sera en pari gagnant quasiment. Bon, il n'y a pas de gagnant, des gains certains, mais la probabilité sera énormément dans notre faveur. Je vais le suivre cette idée de très très proche dans mon club patrimoine parce que ce qui m'attire dans cette hypothèse, c'est que dans ce projet, c'est qu'on peut y aller avec des gros fonds, parce qu'évidemment c'est un actif très liquide, c'est un actif que tout le monde possède à travers le monde. On peut rentrer avec l'argent significatif et on peut prendre en pari sérieux sur ce truc-là. Donc peut-être dans le club Minder Cash Patrimoine, il y aura un big bet cette année. Je ne sais pas si ça sera dans la partie spéculative, dans la partie patrimoniale, plutôt spéculative même, ou les deux, pourquoi pas. Si ça arrive, on peut jouer vraiment un très bon coup. Ça, je vais le suivre, je vais présenter tout ça en détail à mes abonnés. Je répète encore une fois que ce n'est pas un conseil d'investissement, ce ne sont que mes pensées. Les taux peuvent monter, ils peuvent faire 10, 20, 100%, tout peut arriver, comme en Argentine, tout est possible. C'est votre responsabilité si vous tradez quoi qu'il le soit. Mais en tout cas, pour moi, ça sera une excellente idée. La question légitime que vous allez me poser, pourquoi on devrait aller à 4,5? Bon, c'est une question qui me paraît un peu bizarre parce qu'on est à 4,1 aujourd'hui, c'est pas bien loin. Mais dans tous les cas, je vais quand même répondre à cette question-là. Bah, tout simplement sur du pur émotionnel. Parce que les marchés, avant tout, c'est des émotions. Non, c'est des émotions. Il faut bien comprendre ça. Et donc, quand il y a un risk-off, quand on va commencer à vendre les obligues, les taux vont monter, on peut aller dans le délire. Et ce délire peut nous ramener à 4,6, 4,7, 4,8. C'est sûr que la Fed va éliminer cet excès. Et il va l'éliminer en premier lieu, avant tous les excès sur les autres marchés. Ce qui intéresse la Fed, c'est les taux. Et ils vont garder le contrôle sur les taux. Ça, c'est quasiment certain. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like, partagez cette vidéo avec vos amis qui kiffent la finance, qui kiffent la bourse, qui aiment l'investissement. Regardez dans les descriptions à cette vidéo par rapport aux différents projets que je présente à mes abonnés. Peut-être que ça va vous intéresser. Également, je vous invite de vous renseigner sur Interactive Brokers, qui est partenaire Minder Cash. Et rejoignez-nous parce que c'est très pratique de trader avec le même broker pour lequel je vais commencer du tutoriel. Ça y est, c'est pareil pour l'année 2024. Résolution. Bon dimanche et à tout de suite, à tout à l'heure, à mes abonnés patrimoine. Allez, bye bye.